poursuivons avec ceux qui passent, ceux qui suivent le bull run. Forcément, tous les économistes le savent, hein, quand le pétrole monte, il va redescendre. C'est valable pour à peu près tout, les appartements, les emprunts. Et là, on voit quelques bulles qui ont implosé. La bulle a implosé, comme la bulle de l'Internet au début des années 2000. Et on entre là dans ce qu'on appelle le bear market. Hein, le marché baissier. Le marché baissier, voilà. Où effectivement, tu as parlé tout à l'heure de Wall Street. Tu as le bull avec le taureau qui est devant, là, qui est actif, qui est très réactif et qui du coup est plutôt symbole d'un marché qui monte. Et puis tu as l'ours, qui est le bear en anglais, qui effectivement va être plutôt en protection, plutôt à garder son pot de miel et qui va plutôt être en retrait. Donc c'est plutôt le marché baissier, effectivement. Alors est-ce que c'est la fin ou le début? Il y a beaucoup de gens à ce moment-là qui ont dit c'est fini. On se rend compte qu'il y a encore une communauté très forte. NFT, c'est très communautaire, pas toujours ouvert à l'extérieur d'ailleurs malheureusement. En même temps, le Bitcoin depuis 2022, il n'a cessé de monter, redescendre parfois, mais là il est en hausse que personne ne pouvait imaginer en 2022 chez les gens qui étaient plutôt critiques. Les NFT ne sont pas remontés à ce qu'elles étaient, en tout cas pas l'échange et pas la valeur non plus d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup de valeur, même si les grands artistes, on va dire les plus visibles, n'ont pas perdu grand-chose. Non, au contraire, là, typiquement, on a encore une fois un CryptoPunk. Alors, je n'ai pas le chiffre à ce matin parce que je ne suis pas tout le temps dessus malgré tout, mais je crois que le prix aujourd'hui d'un CryptoPunk, c'est 150 000 ou 200 000 $. C'est ça. Oui, ceux-là ne sont pas redescendus. Non, ils sont redescendus, mais ils sont remontés là, depuis à peu près 6-12 mois. Le marché a quand même remonté, et notamment ce qu'on appelle les blue chips. Dans le langage financier, c'est les top. Un terme qui vient du poker. C'est les blue chips, c'est les plus belles pièces, les plus belles œuvres ou les plus belles actions. Dans le marché boursier, ce serait Meta, ce serait Tesla, ce serait des choses comme ça. Eh bien, les CryptoPunks qui font partie des blue chips, effectivement, ont plutôt vu leur cours augmenter. Ils ne sont pas encore revenus, je crois, au cours au plus haut qu'ils avaient en 2021, mais ils sont déjà à des prix, ils sont revenus à des prix très importants. Ensuite, il y a les lieux, c'est-à-dire que c'est un milieu qui s'est structuré à l'international. D'ailleurs, tu as cité quelques collectionneurs tout à l'heure au travers de leurs noms d'utilisateurs, qui sont très rarement leur vrai prénom, vrai nom. Les gens se connaissent en général sur Internet mieux que dans la vie, mais à un moment donné, ils ont envie de se rencontrer, ils ont envie de boire un verre, ils ont envie de papoter, ils ont envie de dire des blagues. Et pour ça, il y a des lieux à l'international. Il y en a un qu'on a vu émerger ou qui a créé sa communauté, qui était la fameuse NFT Factory face à Pompidou. Et puis on est aujourd'hui au sein du lieu où actuellement cette communauté se retrouve, Artverse. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que tous ces gens qui se connaissent parfaitement en ligne ont eu l'envie à un moment donné de se rencontrer physiquement. C'est vrai. Alors je pense que c'est très intéressant parce que la technologie... de manière générale, on a l'impression qu'elle isole. Pourquoi? Parce qu'elle donne la capacité de faire énormément de choses finalement en restant chez soi et en étant isolé. Mais dans le même temps, l'être humain reste un animal social et il a besoin d'interaction. Alors les interactions numériques derrière l'ordinateur ou le smartphone sont très intéressantes, mais il y a plein de sujets pour lesquels les gens ont besoin malgré tout de se rencontrer et de se voir. Donc on le voit avec les concerts, on le voit avec les expositions, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, les communautés qui étaient très virtuelles et très fragmentées et très mondiales finalement dans les NFT, que ce soit effectivement les CryptoPunks ou que ce soit d'autres choses, régulièrement ont besoin de se revoir, de se retrouver. Et des lieux physiques, que ce soit Artverse ici à Paris ou la NFT Factory avant ou dans d'autres endroits, notamment lors des foires internationales d'art contemporain où souvent il y a des ailes et des événements NFT dédiés, comme NFC Summit à Lisbonne, comme NFT Paris à Paris, et plein d'autres. Le Digital Art Mile à Art Basel qui est très important et très structuré. Je pense qu'on voit bien qu'à chaque fois, les gens sont très contents de venir, que ce soit les collectionneurs, les curateurs, les curatrices, mais également les artistes. Alors, j'ai remarqué que souvent, on parle plus de valeur qu'on investit, mais en tout cas, il y a une forme il y a une communauté qui est restée très solide et qui même, je pense, sans doute a perdu quelques-uns, mais qui, j'ai l'impression, s'est même renforcée dans le temps, en cette période où peut-être tout redevient possible du fait que la bulle a implosé et il y a beaucoup de structures qui ont émergé finalement de cette implosion. Je pense aux plateformes, et notamment françaises, je pense à Danae, la collection. Il y en a quelques autres, ces deux-là, c'est à peu près les plus visibles. Oui, c'est les plus visibles. Après, il y a des galeries aussi qui ont fait leur activité, enfin qui ont développé une activité, que ce soit la galerie Delta ou la galerie Charlot.
Je crois qu'il y a aussi Qui est à côté d'ici. Voilà, qui est à côté d'ici. Il y a aussi IGAD Photographie. Enfin, il y a plein d'acteurs qui sont des acteurs qui étaient un peu, alors soit qui sont devenus totalement numériques, totalement digitaux et totalement NFT, ou d'autres qui sont toujours d'ailleurs hybrides entre guillemets entre le physique et le digital. Et je pense que c'est la voie probablement la plus intéressante, c'est qu'en fait, il ne faut pas du tout opposer le physique au numérique. Je pense que c'est deux choses qui sont complémentaires et je pense que de toute façon, derrière l'NFT, il y a fondamentalement deux choses. Il y a une technologie qui permet effectivement de donner une existence à un actif numérique et puis il y a le courant NFT art, entre guillemets, qui est une notion assez vague et assez vaste, qui est plus le mécanisme qu'on a donné, qui s'est créé fondamentalement en 2017 mais qui s'est vraiment émergé en 2021 et qui effectivement est passé par des hauts et des bas mais qui de toute façon, à moyen long terme pour moi, ne pourra que se renforcer, que grandir, parce que c'est juste démographiquement quelque chose qui va continuer à s'apprécier. Pourquoi ? Parce que les jeunes, aujourd'hui, on le voit, les jeunes qui ont entre 15 et 30 ans, principalement leur vie, elle est sur leur téléphone, leur valeur, la valeur de leur TikTok, de leur compte TikTok, ou la valeur de leur vie numérique sur TikTok, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux a plus de valeur que leur identité physique et leur identité officielle auprès d'États français ou américains ou je ne sais quoi. Et donc je pense que ces gens-là, cette génération de personnes va plus collectionner de l'art digital dans les 10, 15, 20 années à venir que de l'art physique. Alors, parmi les tendances, il y en a une qui de mon point de vue, est bien installée, qui est assez particulière, qui dépend de plateformes qui sont particulières. Je pense à Artblocks ou je pense à FXH, et tu me vois venir, avec cette tendance générative de l'art, où les artistes ne revendiquent pas de faire quelque chose de nouveau, puisque l'art génératif, finalement, émerge dans les années 60. En revanche, le fait d'être sur une plateforme, de créer de la rareté, d'avoir l'œuvre, d'ailleurs, qui est assez intéressant aussi, qui se génère au moment de l'achat, mais où l'acheteur souvent ne sait pas exactement ce qu'il va avoir. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui tient. Hein. Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, bon, toi qui es spécialiste de ces domaines-là, tu connais bien sûr Vera Molnar, mais tu parlais d'Artblocks. Artblocks avait fait une collection, je crois que c'était il y a 2 ans, je crois que c'était en août 2023, de mémoire, entre donc Vera Molnar, qui est la plus grande artiste, une des plus grandes artistes d'art numérique des années 60-70, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps, et Martin Grasser, qui lui est un développeur et un artiste numérique d'aujourd'hui. Ils ont créé cette collection qui est une collection d'NFT qui marche très bien. Et je pense qu'effectivement, ces plateformes que tu as citées, que ce soit FXH ou Artblocks, ont créé un modèle qui est assez intéressant, qui est ce qu'on appelle de l'art génératif, qui est purement de l'art informatique en fait, et où tout est créé par programme, où l'artiste est à la fois un artiste mais aussi un développeur, et va créer des programmes qui vont auto-générer des œuvres avec une quantité finie et avec une entropie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une variabilité des supports de résultats qui va dépendre de ce que l'artiste aura décidé, mais avec une notion de hasard, donc une pièce qu'on va jeter en l'air et qui va tomber d'un certain côté, parfois sur la tranche, et qui vont créer une rareté, qui vont créer aussi des visuels, mais avec toujours une unité esthétique, une unité intellectuelle derrière le projet qui va garantir qu'ensuite on reconnaît que c'est bien 2 œuvres de la même collection, de la même édition. Et cette unité, elle est intéressante d'ailleurs de le mentionner avec la question de la série. On est souvent sur ce qu'on appelle des longues formes, des collections, c'est comme ça qu'on appelle les séries NFT. Et ces longues formes, ça peut monter au maximum, généralement jusqu'à 10 000 pièces, et avec souvent, ce qui fait série, c'est l'unité de style. Tout à fait. Ben, ouais. Le 10K, ce qu'on appelle donc le 10 000, l'unité entre guillemets des 10 000, a été fixé un peu de façon canonique par les CryptoPunks. C'est eux qui ont finalement lancé un peu cette mode-là. Snowflow, c'est 10 000 aussi. Voilà, et ensuite donc les Chromie Squiggle et d'autres ont appliqué ce modèle-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on est dans un marché bear, émettre 10 000 œuvres, même si elles sont un peu différentes, parce que la particularité de l'art génératif, c'est qu'on peut faire 10 000 œuvres qui vont se ressembler, mais qui ne vont pas être tout à fait la même. C'est ce que faisait à une époque, du coup, Damien Hirst, où il avait une sérigraphie avec le même support de fond, et par contre, il le rehaussait avec un pinceau ou avec un truc qui faisait que chaque œuvre était un peu différente. De la même façon, avec l'informatique, c'est possible avec Artblocks et donc les choses comme ça. Mais c'est vrai que comme le marché bear depuis 2022 est assez fort, c'est beaucoup plus difficile de trouver 10 000 acheteurs ou même 1000 acheteurs qui vont en acheter 10. Et donc, ils ont réduit cette quantité. On est plutôt sur des séries aujourd'hui autour de 1000. En tout cas, Artblocks, qui est la principale plateforme d'art génératif, je pense, fait plutôt des collections de 1000 aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'essentiel des artistes, y compris celles et ceux qui étaient là avant les NFT, je pense à par exemple Raphaël Rosendahl, il a réduit singulièrement ses collections ou ses séries
pour correspondre au marché actuel justement de l'ours qui ne demande qu'à se réveiller et se retransformer en taureau.